Et on continue cette matinale de géopolitique profonde avec une chronique qui sera le début d'une petite série, car j'ai le plaisir de pouvoir à la fois m'entretenir et nous sommes au sein de Géopolitique Profonde très heureux de pouvoir collaborer dans la revue mensuelle de Géopolitique Profonde avec Gérard Chevrier. Bonjour Monsieur Chevrier, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie, je vais bien. Donc Gérard Chevrier, nos spectateurs normalement ont déjà eu le plaisir de découvrir votre expertise 2 fois dans les studios de GPTV pour parler du nucléaire, qui est votre sujet de prédilection, en tout cas un sujet que vous traitez que vous avez, traité dans un ouvrage directement et même aussi sur votre chaîne, YouTube où vous faites aussi de l'analyse géopolitique et géostratégique, hein. Gérard Chevrier, Le Monde vu par ceux qui font et l'ouvrage aux éditions du Rocal, La prochaine guerre sera nucléaire, comment se protéger des retombées radioactives. Donc Monsieur Chevrier, vous êtes aussi industriel, hein, je vous ai pas présenté de cette manière, excusez-moi. Donc j'aimerais que l'on puisse parler pour cette première chronique. Évidemment, on va parler du nucléaire, mais sous un angle précis, car c'est un sujet qui peut paraître complexe, mais qui en fait est complexe étant donné l'angle que l'on ne prend que trop rarement dans le débat français. C'est sur les véritables dangers du nucléaire, les véritables risques, les technologies nucléaires. La France parle régulièrement de sa force de dissuasion nucléaire, ce qui nous donne une impression de protection contre tout risque d'attaque nucléaire. D'ailleurs, on a aussi, je pense, une condition mentale dans l'inconscient collectif avec la culture cinématographique qui nous fait croire uniquement au fait que s'il devait y avoir un risque nucléaire, c'est-à-dire après Tchernobyl, ce serait une guerre totale qui amènerait immédiatement la fin du monde et un hiver nucléaire. Cependant, lorsqu'on s'intéresse, et c'est ce que vous faites à la fois sur votre chaîne et que vous faites aussi, que vous avez fait dans votre ouvrage et aussi dans les articles qui sont publiés dans la revue, eh bien, on se rend compte qu'il y a plus de spécificité lorsqu'on parle de technologie nucléaire et de risques nucléaires sur des plans plus précis. Donc, tout d'abord, Monsieur Chevrier, qu'en est-il de ce fameux arsenal nucléaire français, de cette force de dissuasion? Est-ce que nous sommes vraiment totalement protégés contre tout risque nucléaire? Oui, c'est de la blague, si vous voulez. Nous possédons 290 têtes nucléaires. Certaines sont stockées, et nous avons 3 centres en France où elles sont stockées, et puis une partie non négligeable est à bord de nos sous-marins. Mais même si on envoyait la totalité des missiles que nous avons à bord de nos sous-marins, eh bien, je pense que 90% de ces missiles seraient arrêtés par les S-400 et les S-500 qui sont déployés tout autour de la Russie, puisque prenons pour base qu'il y aurait une guerre entre la Russie et les pays de l'OTAN. Et donc, ça ne constitue pas une dissuasion vis-à-vis de la Russie. Quand les gens sont décidés à faire la guerre, ils font la guerre et ils en assument les conséquences. Vous voyez, c'est ça la chose que les gens ne se rendent pas compte. Alors, il y a un point surtout qui est très important. Je vais vous donner une petite image, si vous voulez, pour situer le ridicule de cette prétention à avoir une force qui dissuaderait notre adversaire potentiel. Eh bien, imaginez que vous êtes dans une rue et vous avez 4 personnes qui viennent pour vous agresser, mais vous avez sur vous un 357 Magnum. Vous sortez le 357 Magnum, plus personne ne bouge, ça y est, vous avez une force de dissuasion, les 4 personnes vont rester tranquilles, vont pas vous agresser. Prenons le même exemple. Vous avez 4 personnes qui arrivent, mais elles ont également un 357 Magnum, mais en plus, elles ont un gilet pare-balles. Eh bien là, votre pistolet, votre revolver, il n'a plus aucune valeur. Vous n'allez dissuader personne parce que eux sont protégés et en plus ils sont armés. Eh bien, c'est exactement dans cette situation dans laquelle nous sommes actuellement vis-à-vis de la Russie, parce que pratiquement 90% du peuple russe bénéficie d'abris antinucléaires. Et puis, il y a l'étendue de cet immense pays qui est quand même un pays de 17 millions de kilomètres carrés. Alors, ce n'est pas parce qu'il y aurait quelques explosions, même qu'il y en aurait une douzaine d'explosions, les gens auraient, d'abord, ils seraient dans les abris, et puis ensuite, ils auraient la possibilité de se déplacer. Donc, les Russes, si vous voulez, de nos 290 têtes nucléaires, n'oublions pas que nous en avons qu'une petite partie qui est à bord de nos sous-marins, s'en fichent complètement.
le jour où ils auront décidé d'attaquer, eh bien, ils attaqueront. Et puis alors, il y a une chose aussi que l'on a abordée dans l'article qui paraîtra le mois prochain sur votre revue géopolitique profonde. J'ai expliqué que, en fait, on pourrait très bien imaginer le scénario qu'une guerre éclate entre la Russie et les pays de l'OTAN et que la Russie n'attaque pas directement le territoire français. Parce qu'en réalité, il y a tout autour de notre territoire des bases américaines importantes en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Angleterre. Il y en a d'autres, bien sûr, en Italie, en Espagne, au Maroc, etc., puisque les États-Unis ont 830 bases militaires dans le monde. C'est le pays qui a le plus de bases militaires dans le monde. C'est une chose mais inimaginable, 10 fois plus que peuvent en avoir d'autres pays. Eh bien, toutes ces bases américaines en Belgique, en Allemagne, il est évident que ce sera des cibles prioritaires. Vous avez par exemple en Angleterre 3 bases, dont une qui stocke 120 têtes nucléaires pour une puissance totale de 140 mégatonnes. Oui, alors 140 mégatonnes, ça commence à faire beaucoup. Eh bien, imaginez un missile Kinjal qui arrive sur ce stock de bombes en Angleterre, et vous avez un énorme nuage radioactif qui va se déplacer en direction de la France, puisque tout naturellement, les vents sont plutôt nord-ouest qu'ils reviennent rarement du sud. Toutes ces bases militaires représentent un danger pour notre pays parce qu'elles vont alors, on va venir sur un point peut-être qui est important à signaler, c'est que comme les gens ignorent pratiquement tout, le grand public ignore pratiquement tout des conséquences et des différents types de bombes nucléaires, on a principalement, il faut comprendre qu'il y a 2 types d'explosions. La première, c'est celle qui est arrivée à Hiroshima et à Nagasaki, c'est une explosion à basse altitude. Cette explosion à basse altitude ne fait pas de retombées radioactives. Elle explose et elle tue par des effets directs. Donc, ce sont des explosions à basse altitude. En ce qui concerne Hiroshima, c'était 16 kilotonnes, petite puissance aujourd'hui. Elle a explosé à 450 mètres d'altitude et donc elle a envoyé une chaleur énorme sur un rayon de 1 km, tuant toutes les personnes qui étaient dessous, et puis la pression et évidemment le rayonnement gamma qui est très important. Alors, ce type d'explosion est principalement destiné à décimer une population civile ou éventuellement à décimer une armée ou une brigade. Vous voyez, à ce moment-là, on va utiliser une puissance plus faible, peut-être. On va, en fonction de l'étendue des militaires sur le terrain, on va choisir 5 kilotonnes ou 10 kilotonnes, et là, on va tuer directement les personnes sans qu'il y ait de retombées radioactives. C'est ce que les gens appellent des bombes tactiques. Mais les bombes tactiques, en réalité, ça n'existe pas. C'est ou des bombes en explosion à basse altitude et de faible puissance, ou bien des bombes qui ont... Alors, pour détruire les installations militaires, on va faire exploser ces bombes au sol. Et là, il y a une différence énorme. Dans le premier article qui est paru sur Géopolitique, nous avons fourni les dessins, puisque il faut, quand on parle des questions nucléaires, les gens doivent savoir qu'on sait de quoi on parle, puisqu'il y a eu 2400 explosions nucléaires sur la Terre depuis 1945, et donc on connaît absolument tous les effets. On a placé à chaque fois, on nous a présenté ça comme des essais. Ce n'était pas des essais, c'était de véritables explosions nucléaires à chaque fois. La France a fait les essais nucléaires, de 210 essais nucléaires, elle a fait celle pour
son arsenal, elle a fait celle pour Israël, elle a fait celle pour l'Afrique du Sud. Vous voyez, c'était un contrat qui était passé entre Shimon Peres à l'époque et le gouvernement de Guy Mollet à cette époque-là, avec toute une équipe qui était au cours de lui. J'ai raconté cette histoire justement dans l'émission que nous avons enregistrée avec Géopolitique Profonde, que nous avons mis en ligne, enfin, j'étais sur votre plateau, c'était Tout le à fait. 10 juin. Le 10 juin, j'ai Concentré sur, raconté. la centrale de Dimona et en fait la technologie nucléaire israélienne. On se rend compte qu'il y avait une collaboration, avec la France et c'était, très intéressant. J'invite tous les spectateurs à regarder cette émission parce qu'elle est, très détaillée en informations. Alors monsieur Chevrier, je vais, pas c'est pas vous recentrer, c'est que comme on va faire plusieurs épisodes, plusieurs chroniques, on va Oui, pouvoir se concentrer sur les types d'explosions pour la prochaine. Là, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, c'est qu'on vient de faire une différence entre donc l'arsenal, donc oui, c'est-à-dire en fait les types d'armes qui impliquent donc les types d'explosions, mais il y a aussi donc les moyens de défense et là on se rend compte que d'ailleurs les bases américaines représentent un véritable danger parce que ça représente donc des cibles stratégiques qui peuvent voilà. donc impacter la France, étant donné que les bases américaines se trouvent dans de nombreux pays aux alentours et même partout dans le monde. Oui, oui, Voilà. oui, Donc là, une question, toute simple parce que c'est un sujet, qui est traité dans le second article que vous pouvez, lire, chers spectateurs, dans la revue de novembre. Eh bien, oui. j'aimerais que l'on puisse parler un petit peu après l'arsenal. Vous avez parlé du gilet pare-balles. On a parlé du 357 Magnum, mais il y a aussi le gilet pare-balles. Ça, c'est une Oui, très bonne image. Donc, oui. en parlant de gilet pare-balles, est-ce que la France possède ces fameux gilets pare-balles? Et je parle Ah, plutôt là des abris oui. pour, se protéger en cas de risque et de danger nucléaire. Alors, les dirigeants français, depuis les années 1960, enfin, au départ, il y a eu, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu des discussions entre l'Union soviétique à l'époque, la France et les États-Unis, parce que en réalité, euh, on a été autorisé à développer notre arme nucléaire sous certaines conditions. Et la condition, s'il y a eu des discussions, il y a eu des négociations, c'était que l'Union soviétique acceptait que la France développe un arsenal nucléaire à condition de ne pas protéger sa population civile, de façon, si vous voulez, à ne pouvoir l'utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. Donc, elle ne pourrait pas l'utiliser en premier. Et de l'autre côté, l'Union soviétique s'était engagée à ne protéger que Moscou. C'était dans les accords. Donc, elle n'a pas été divulguée. C'était ça le point de départ. Et puis ensuite, eh bien, les soviétiques ont décidé de construire des abris un peu partout, non seulement sur le territoire russe, mais aussi également en Ukraine, en Pologne, etc., partout, partout où c'était le bloc soviétique. Donc, alors, nous sommes restés, parce qu'il y a eu de la négligence de la part des dirigeants successifs qui, au départ, à partir du moment où les soviétiques n'ont plus respecté leur engagement qui était de protéger que Moscou, eh bien, nous n'avions aucune raison de ne pas protéger également le territoire français. Ils ne l'ont pas fait parce que, évidemment, c'était reconnaître qu'il y avait la possibilité que l'arme nucléaire soit utilisée. Or, on nous présente ça. Les généraux sur les plateaux de télévision et les dirigeants nous disent toujours que la guerre nucléaire, ça ne peut pas arriver puisque ce serait la fin du monde, ce serait de toute façon, nous avons une force de dissuasion. C'est-à-dire on causerait beaucoup plus de dommages, des dommages qui seraient absolument impensables pour l'ennemi, et donc les gens n'oseront pas nous attaquer. Mais tout ça, c'est dépassé complètement. Alors, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que ce qui était vrai en 1960 n'a plus aucune valeur aujourd'hui en 2024 parce que le matériel militaire a tellement évolué et maintenant il faut se préparer à une guerre avec des missiles, ça n'est plus du tout des bombes qui sont portées par des avions et donc toutes ces choses-là sont dépassées. Et alors effectivement, les bases militaires qui sont en Allemagne, qui sont en Belgique, représentent un vrai danger pour la population française, mais malheureusement, les dirigeants successifs
de la France n'ont pas voulu faire l'effort d'informer la population et de construire des abris. Et donc maintenant, il est trop tard pour envisager de faire un plan de construction d'abris pour protéger la population civile. J'ai donc écrit ce livre en 2022 pour donner des solutions aux particuliers pour se protéger, pour protéger leur famille, en fait. Alors, ce qu'il faut, c'est dire qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types d'explosions principales. L'explosion à basse altitude, qui peut être, imaginons, qui est seulement envisageable au-dessus des grandes agglomérations. Ça n'a aucun intérêt de faire exploser une bombe sur la Beauce ou le Berry, si vous voulez. C'est des territoires où il n'y a pas suffisamment de population, donc aucun intérêt. Et là, on peut envisager au-dessus de Paris, on peut envisager au-dessus de Lille, Strasbourg, etc., Lyon, Marseille, les grandes villes. Mais, à mon avis, ça n'arrivera pas parce que les Russes n'ont pas vraiment l'intention d'exterminer la population française. Ils ont simplement décidé à défendre l'existence de leur pays. Et donc, dès l'instant où ils vont se sentir menacés par les bases américaines et le matériel américain, eh bien là, ils pourront détruire le matériel américain. Et malheureusement, ça aura des conséquences pour toute la population civile, parce que des explosions au sol, là, on va prendre des chiffres que j'ai indiqués, qui sont d'ailleurs dans votre premier article. Une bombe de 1 mégatonne creuse un cratère de 300 mètres de diamètre, 60 à 90 mètres de profondeur. C'est tous ces matériaux, c'est-à-dire le béton, les aciers, la terre, les cailloux, tout, qui vont se trouver propulsés à plus de 4000 mètres d'altitude, qui sont devenus radioactifs. Et donc, c'est ça qui va constituer le nuage. Alors, bien sûr, l'essentiel de cette énorme quantité, des millions de mètres cubes de terre, vont retomber dans un rayon de 10 km autour de la base. Mais après, tous les morceaux un peu moins gros vont partir avec le vent. Et ça, personne ne sait quelle sera la direction du vent le jour où ça va arriver. Et monsieur Donc, Chevrier, on rentrera plus en détail sur ces notions-là, vraiment sur une prochaine chronique, étant donné que ça correspond à un article complet, hein, sur les types oui, d'explosions nucléaires, les risques et aussi les moyens à mettre en place pour s'en protéger. Il va nous rester 2-3 minutes pour cette oui, chronique. Il me semble d'accord. nécessaire, étant donné que c'est très intéressant les points que vous êtes en train de soulever, c'est-à-dire donc sur l'arsenal, l'évolution technologique est absolument fondamentale. C'est vrai que lorsqu'on se souvient ou qu'on essaye de penser aux attaques nucléaires, même si les Français, à mon avis, ou même la population civile en général, ne pensent pas à dans quelles conditions se réalisent les fameux essais. D'ailleurs, le terme essai est drôle parce que c'est une véritable explosion nucléaire. Oui, oui. Donc ça, c'est un très bon rappel que vous avez fait. C'est-à-dire, on n'est plus avec un bombardier qui lâche une bombe, on parle donc là de technologie militaire, de missiles, et quand vous avez parlé de missiles Kinjal, il faut rappeler qu'on parle de missiles hypersoniques. Donc Oui. là, ça veut dire, il faut essayer quand même de se mettre un petit peu à la place d'un militaire, ou en tout cas c'est-à-dire d'un État qui serait en guerre, là, c'est un peu une course à la montre où il faut frapper des sites stratégiques parce qu'aujourd'hui, on a même des technologies, comme vous l'avez dit, d'interception. Qui dit Oui, missile dit possibilité d'interception de missiles, ou en bien tout cas sûr. selon les types de technologies. Donc ça montre déjà les différents risques Alors, qu'il peut y avoir en si termes vous de fuite. permettez, je Oui, voudrais rebondir là-dessus parce que récemment, sur LCI, il y a eu vraiment de la désinformation, une campagne de propagande en faveur d'Israël. Israël a engagé une frappe sur l'Iran et donc on nous a présenté ça comme un véritable succès. Ça n'est pas vrai du tout. C'est un véritable échec. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu 3 vagues de 35 avions qui sont partis en direction d'Israël, qui ont fait le plein en vol au-dessus de l'Irak. La première vague avait pour objectif de détruire toutes les S-400 et S-300 qui se trouvent au bord de l'Iran pour le protéger. Et ils ont été pris par les radars, la première vague des 35 avions qui avaient les missiles. Ils ont fait demi-tour
à 70 kilomètres, c'est le plus proche qu'ils se sont approchés du territoire. Ils ont largué quelques missiles qui ont eu des conséquences très limitées. La deuxième vague a fait demi-tour, la troisième vague aussi. Ils ont été surpris par un matériel qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ont vu dans leur radar sur les avions que ce matériel allait les détruire. Ils ont fait demi-tour. C'est un fiasco total pour Israël. Ça, c'est un point important. Donc aujourd'hui, effectivement, la technologie est très importante. Les missiles vont. Il y a deux pays actuels, enfin trois, qui possèdent la maîtrise de l'hypersonique. Ce sont les créateurs, bien sûr, la Russie, ensuite les Chinois et l'Iran. Donc ces trois pays-là ont des missiles hypersoniques. Ce qui Et peut ce que je surprendre voudrais lorsque dire, vous citez l'Iran, parce que si on écoute évidemment les commentaires des politiciens israéliens, moi je suis étonné qu'une civilisation barbare, que la barbarie à l'état pur, puisse avoir de la technologie. C'est quand même étonnant, ça. ah oui, mais j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'Iran qui a beaucoup de succès parce que j'ai présenté comment les gens vivent très bien en Iran et avec des centres commerciaux énormes et vraiment ils vivent en toute Même tranquillité, sont mmh. Et même un en très haut famille. taux d'ingénieurs, un bon niveau technologique, enfin plus qu'on ne le pense en tout cas et qu'on Ah pourrait oui, le oui, croire oui, avec la oui, bien propagande. sûr. L'Iran produit chaque année depuis 10 ans 240 000 ingénieurs par an. Et ils sont au niveau, vous vous rendez compte qu'ils ont 90 millions d'habitants et ils produisent autant d'ingénieurs que les États-Unis qui sont 350 millions. Hein, c'est un très haut niveau de culture. Et il y a des universités, 30 universités, où on enseigne le français. Vous voyez, dans 30 universités en Iran. Et c'est une civilisation, oui, c'est des gens, c'est un gros morceau pour Israël. Mmh. Et Israël ne peut pas s'aventurer contre l'Iran sinon par l'appui total des États-Unis. Ça, c'est clair. Absolument. Et donc, d'ailleurs, je pense que ça pourrait faire l'occasion de toute une chronique, voire même une émission, parce que, c'est très important de parler de l'Iran aujourd'hui. Là, on parlait de la Russie. Nous sommes tous au courant du contexte géopolitique actuel, très tendu. D'ailleurs, on parle depuis maintenant des mois d'escalade. Je pense que, pour refaire un peu une image, si on voit quelqu'un monter sur une échelle depuis, maintenant, peut-être 2 ans, je pense qu'on peut arrêter de parler d'escalade et on peut confirmer que c'est une escalade qui n'est pas prête de s'arrêter. Maintenant, il faut essayer de savoir jusqu'où ça peut monter et comment se préparer à ça. Voilà. Donc ça m'amène à une dernière question pour conclure cette chronique, parce que encore une fois, je suis très heureux de pouvoir vous recevoir et aussi de pouvoir. On est très heureux au sein de Géopolitique Profonde de pouvoir collaborer avec vous dans la revue. Là, on parle vraiment véritablement d'arsenal. Donc dernière question, je pense que c'est très important pour faire ouvrir les yeux aux Français sur la question du nucléaire et surtout la réalité des risques nucléaires. Donc là, on Oui, vient de parler des véritables dangers, l'absence de protection de l'arsenal, total. l'absence totale aussi de mise en place d'abris ou en tout cas de véritable défense sur le territoire français. Oui. Dernière question, c'est, je vous parlais de l'influence de la culture cinématographique par exemple, c'est-à-dire s'il y avait une guerre nucléaire, le seul scénario possible, c'est la grande escalade, toutes les bombes partent et donc apocalypse, hiver nucléaire, fin de la civilisation. Donc une question que je vous pose, est-ce que ce scénario est véritable et surtout est-ce le seul scénario possible en cas d'attaque nucléaire? Alors, je tiens à rassurer tout de suite les gens, il n'y aura pas d'hiver nucléaire. Ça, c'est de la blague, ça ne résiste pas à l'analyse. J'ai fait une étude là-dessus et comme je vous le disais tout à l'heure en antenne, la totalité des stocks russes, américains, chinois, etc., et les autres pays, si on les faisait exploser, ne représenteraient même pas le centième de la puissance du Tambora, qui était l'explosion d'un volcan qui a propulsé en haute altitude 45 milliards de mètres cubes de terre en 1815. L'explosion de ce volcan a été entendue à 1500 kilomètres par des bateaux anglais et hollandais qui étaient à l'époque. Donc c'est de la blague, il n'y aura pas d'hiver nucléaire. Juste pour conclure, si la guerre nucléaire éclate entre la Russie et les États-Unis, la guerre durera moins d'une heure. Ce sera le temps entre le premier départ du missile et l'explosion de la dernière tête nucléaire. Vous voyez. Et ce sera ensuite, là, il y aura effectivement beaucoup, beaucoup de morts, surtout dans les pays où aucune protection n'a été envisagée pour la population civile. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Gérard Chevrier. Donc, je le rappelle, aux éditions du Rocal, la prochaine guerre sera nucléaire, mais surtout, je tiens vraiment, chers spectateurs, je vous invite
vous ordonne même, si j'en ai le pouvoir, d'aller directement sur la chaîne YouTube de Gérard Chevrier, Le Monde vu par ceux qui font, parce que vous avez droit évidemment à plus d'analyses sur ces thématiques nucléaires, mais aussi à des analyses géopolitiques, géostratégiques d'excellente qualité, avec en même temps, donc je l'ai dit hors antenne, donc je le répète, avec une qualité vidéo, audio d'un très très haut niveau. Donc vraiment, votre travail mérite d'être beaucoup plus vu et promu. Donc merci beaucoup Gérard Chevrier. On se retrouve très bientôt pour une autre chronique, car ce sera une série suite à votre participation dans la revue. On se concentrera d'ailleurs pour le prochain épisode sur justement voilà les types d'explosions nucléaires et comment réagir. Que faut-il faire en fonction des types d'explosions nucléaires? Voilà, donc merci beaucoup Gérard Chevrier encore une fois. Et chers spectateurs, on se retrouve tout de suite pour le grand angle avec Nicolas Stocker. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.